Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Encore une demi-heure à passer ensemble sur Radio Espace. Oui, notre émission continue. On s'intéresse à quelques SMS. Voilà, studio à ciel ouvert ce matin. On s'intéresse à quelques SMS des auditeurs. Salut, on n'a pas pu ouvrir nos boutiques ce matin du côté de Madina. Est-ce que le gouverneur a fait... qu'est-ce qu'il a fait aussi de ce côté? C'est un auditeur donc qui pose la question en direct. Amine Soriba Sorel ne sait même plus comment défendre le président Condé. Il est paniqué. Vu ce qui... Voilà, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Voilà, c'est Diao Diallo qui nous envoie ce message. Bonjour les GG et monsieur le représentant de l'Union Européenne. Pourquoi en Guinée on signe des accords qui ne sont pas respectés et pourtant l'Union Européenne est présente? Baldé qui nous envoie ce message en direct. Ce message, monsieur Sidi a mal fait de se séparer de la Cellou. Il verra sa popularité en baisse le lendemain. C'est Idiane donc qui nous envoie ce message en direct. Bonjour mes chers, demandez à monsieur l'ambassadeur quelle est l'action de l'Union Européenne face aux décisions. Voilà, la réaction, il veut dire. Quelle est la réaction de l'Union Européenne face à la décision de la HAC pendant un processus électoral? C'est Yoro Diallo qui nous envoie ce message. Beaucoup de messages. On nous écoute aussi à l'international avec ce message kilométrique qui nous envoie Kernobrel Barry, chef de bureau Guinée News à Genève, qui nous envoie ce message. C'est très long. Vous allez essayer de m'aider un petit peu, Moussa Moïse, parce que je ne vais pas en sortir. Vous allez essayer de lire un petit peu ce message en live, s'il vous plaît, mon cher ami. Je continue avec quelques messages courts ici. Lamine Soriba défend le diable. Eh bien voilà, c'est trop dire. Là, il n'y a pas de problème. Allez, Moussa, qu'est-ce que dit le message exactement, mon cher ami? Donc, bonjour Lamine. Une question pour l'invité représentant de l'Union Européenne. Si le temps vous le permet, bonjour monsieur, pour éviter un échec ou une instrumentalisation, le principe du minimum d'espace démocratique est crucial en Guinée. Le but de l'assistance technique et politique de votre institution est de permettre à la Guinée d'organiser une élection démocratique qui produirait un résultat traduisant la volonté du peuple pour éviter toute contestation le lendemain du scrutin. Est-ce qu'aujourd'hui une évaluation est faite pour vous rassurer s'il existe un espace démocratique et une volonté politique à l'organisation de véritables élections le 11 octobre? C'est la question qu'il pose donc. La qualité technique du processus électoral est-elle rassurante pour ne pas accompagner une mascarade électorale le lendemain avec des conséquences qui seront d'une manière ou d'une autre imputables à votre institution? Donc c'est Tierno Brel Barry, chef de bureau Guinée News à Genève. Voilà, du côté de la Suisse. Non, on nous écoute. Djibril, on continue l'interview. Alors, son Excellence, monsieur l'ambassadeur, une question. Ce serait bien qu'il réponde à la question. Ah, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas s'il a suivi. Ouais. Oui, j'ai tout à fait suivi. En fait, j'ai entendu 3 questions. Ouais. Une première sur des décisions qui seraient prises sans être mises en œuvre. Je ne sais pas à quelle décision l'auditeur réfère. Si c'est la décision l'accord du 20 août, je suppose, justement pour veiller à la mise en œuvre des dispositions de cet accord, un comité de suivi a été mis en place. Un comité de suivi de l'accord. Nous nous réunissons au moins une fois par semaine avec les parties prenantes au dialogue qui a abouti au accord du 20 août. Donc au moins une fois par semaine. En plus, il y a eu un comité de suivi technique qui a travaillé sur le fichier électoral. Donc les choses ne se sont pas arrêtées au 20 août. C'était très important d'avoir ce comité de suivi. Et là-dedans, le dialogue continue. Ouais. Ce n'est pas toujours simple, parce qu'il y a des sujets qui n'étaient pas simples, comme la recomposition de la CENI qui est faite entre-temps avec la nomination de 2 nouvelles commissaires, la question du fichier électoral et les délégations spéciales, mais il y a quand même eu des avancées. Donc on ne peut pas dire que rien n'est fait. Ouais. Notre auditeur a parlé des décisions de la Haute Autorité de la Communication. Effectivement. Nous avons parlé de ça avec la Haute Autorité de la Communication. Nous avons bien compris l'objectif de la Haute Autorité de la Communication qui est d'éviter les dérapages dans les médias par
des messages inappropriés, mais peut-être qu'il y a un meilleur équilibre à trouver entre la régulation des médias d'une part et la liberté d'expression et le droit à l'information d'autre part. Donc elle nous a promis de réanalyser un peu ces questions pour trouver l'équilibre qu'il faut. Donc ça sur les décisions de la haute autorité de la communication. L'autre versant de la question, peut-être, c'était au sujet des mécanismes qui vont rendre transparent le scrutin présidentiel. Aujourd'hui, à ce stade, est-ce que vous êtes rassuré que tout est mis en place pour que la présidentielle soit transparente, libre et inclusive? Bon, je ne vais pas me prononcer sur la qualité de la préparation en tant que telle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est important que tous les acteurs, et c'est tout le monde, mettent les bouchées doubles pour qu'on réussisse les élections du 11 octobre. De notre côté aussi, on essaie d'apporter tous les soutiens que nous pouvons dans les délais que nous connaissons, qui sont malheureusement très très courts, puisque l'accord a seulement été signé le 20 août. Mais cela est hyper important. Je pense que chaque élection démocratique devrait être meilleure que la précédente. Mais Pour 2010, 2013 et 2015, on doit continuer la progression. il y a quand même cette mission de l'observation de l'Union européenne qui se trouve à l'intérieur du pays. Je suis sûr qu'on vous remonte des informations. Est-ce que les nouvelles de l'intérieur sont rassurantes? Comme j'ai dit tout à l'heure, la mission d'observation électorale est tout à fait indépendante de la délégation. Nous suivons. C'est important de faire cette distinction, je veux dire, cette différence, parce qu'on confond souvent. Oui, c'est pas un détail, c'est vraiment important. Donc, elle a mis en place un dispositif important pour pouvoir suivre et observer les élections. Cela commence dans la préparation, effectivement, jusqu'au jour du scrutin et l'après-scrutin. Elle fera une déclaration préliminaire quelques jours après Est-ce qu'il y a un lien avec le vote ou pas du tout? Nous travaillons. Par exemple, est-ce que les rapports de la mission d'observation engagent l'Union européenne? Non, les rapports engagent la mission d'observation électorale. Pas l'Union européenne. Elle est tout à fait indépendante. D'accord. Oui, alors, une question. Vous parlez d'accompagnement et vous utilisez souvent un langage diplomatique. Est-ce que cela vous dispense d'avoir pour autant un regard critique, de hausser parfois le ton par rapport à un certain nombre de choses, notamment en ce qui concerne le processus électoral? Alors, un regard critique, nous l'avons en permanence. Hausser le ton, c'est un peu différent. Ça dépend de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à dire et comment on le dit. Je pense qu'il faut faire une distinction entre la diplomatie au haut-parleur et la diplomatie plus discrète. Donc, beaucoup de ce que nous faisons, vous ne le verrez jamais dans la presse, vous ne l'entendrez jamais dans la presse. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Contrairement à l'ambassade des États-Unis, par exemple, qui est sur le terrain, c'est important de revenir là-dessus parce que moi, à vous entendre comme ça, j'entends une petite pique quelque part à dire pas une diplomatie haut-parleur. Vous faites référence à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas... C'est la grande gueule. Je suis désolé. Oui. Bon, moi, j'ai pas forcément une grande gueule. Je n'ai pas forcément une grande gueule. Et c'est peut-être même dans mon caractère. Mais il y a des situations où la discrétion peut être utile. Il y a des situations où il faut se prononcer davantage. Si vous avez observé depuis que je suis là, nous avons aussi fait des déclarations dans deux cas. Une déclaration de l'Union européenne, sur le cas de Womé. Et la deuxième déclaration, c'était en mai, quand il y avait un peu un mélange dans la politique et la riposte Ebola. Bien. Alors, on va revenir sur cet incident du côté de l'intérieur du pays avec Guinée News, parce que ça serait dommage de passer à côté. Vous avez envoyé récemment un communiqué en ce qui concerne cet article de Guinée News, le correspondant de Guinée News du côté de Zéré Koré, qui avait décrit, en tout cas, il avait décrit la déclaration de votre représentant, je pense, du côté de Zéré Koré. Finalement, c'est pas passé. Il y a eu un communiqué dessus à démentir cet état de fait. Le reporter est revenu sur le site Guinée News à dire de faire attention parce que il a les sons. Finalement, à la fin du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce couac? Alors, c'est pas vraiment un couac. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une conférence de presse à Zéré Koré.
de la part d'une ONG belge qui s'appelle ECES, Centre européen pour l'appui électoral. C'est une ONG qui met en œuvre une partie de notre appui électoral. D'accord. Mais elle ne représente pas l'Union européenne. Donc ce que nous avons essayé de clarifier dans le communiqué, c'est que EKES ne parle pas pour l'Union européenne. C'est ça que nous C'est une façon de prendre vos distances. C'est ça que nous avons dit. C'est une façon de prendre vos distances vis-à-vis de cette déclaration. C'est une façon de dire que ce que EKES a dit n'engage pas la délégation de l'Union européenne. Voilà. Tamba. Voilà, nous allons nous intéresser aux accords de Cotonou, qui ont d'ailleurs été révisés à Ouagadougou 2010. Ce sont des accords de partenariat, comme on dit. À l'intérieur de ces accords, on peut lire à l'article 2, notamment sur les principes fondamentaux, un élément intéressant, celui de l'égalité des États parties, des États signataires de l'accord. Comment cela se traduit-il dans les faits? Cette égalité entre Union européenne d'une part, qui est partie prenante à l'accord, et les États membres, notamment la Guinée. Deuxième question, il est courant d'entendre en Guinée que la communauté internationale a son candidat. En Afrique, chaque fois qu'il y a des élections africaines, on dit que la communauté internationale a son candidat. Ouais. Et quand on parle d'Union européenne, on est porté à penser à cette communauté internationale-là. Qu'avez-vous à répondre de cela en Guinée? Bien, parlant de l'accord de Cotonou, vous avez parlé de l'égalité des États. Je pense qu'il est mieux de parler en exemple. Et donc, un exemple d'égalité dans la façon dont nous travaillons. Nous avons pour la coopération avec la Guinée ce qu'on appelle un ordonnateur national du Fonds européen de développement, qui est le ministre de l'économie et des finances. Donc c'est notre homologue dans le gouvernement, si vous voulez, pour la mise en œuvre de l'aide du Fonds européen de développement, qui est l'instrument financier de l'accord de Cotonou. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de cette égalité. Les partis ont pris des engagements de part et d'autre dans l'accord de Cotonou. Donc c'est d'égal à égal, et il y a une structure décisionnelle. Il y a une structure décisionnelle prévue dans l'accord de Cotonou. Certaines décisions sont prises par le comité des ambassadeurs ACP-UE, donc conjoint, d'autres par le conseil des ministres ACP-UE qui se réunit une fois par an. Donc ce sont aussi des dispositions qui sont prises et qui matérialise cette égalité dans le traité qui est l'accord de Cotonou. Alors, la question sur le candidat. Comme mon collègue Alimou a dit tout à l'heure, nous représentons l'Union européenne en République de Guinée. Quand on dit Union européenne, ce sont 28 États membres. Donc, je me dois, et c'est même le traité de l'Union européenne qui me l'impose, je me dois d'être neutre et impartial. Donc, l'Union européenne n'a pas de candidat en Guinée. Nous appuyons les processus, nous essayons comme je disais tout à l'heure, nous essayons d'accompagner nos partenaires guinéens, nous avons essayé de les encourager à se mettre autour de la table, trouver des solutions. Les meilleures solutions pour les problèmes guinéens seront celles trouvées par les acteurs guinéens. Et ça a été un peu ça notre philosophie. Si je peux me permettre un clin d'œil, si la paix avait pu être candidat aux élections présidentielles, ça aurait été mon candidat. Et je suis convaincu qu'en plus, ce candidat aurait gagné au premier tour. Bien, on va essayer de continuer là-dessus, Moussa, avec d'autres secteurs, entre autres, Moussa Yoruba. Voilà. Il a notamment parlé du Fonds européen de développement. On se souvient, n'est-ce pas, la Guinée a pu quand même obtenir le 10e et le 11e Fed. Quels sont les critères, à votre avis, qui permettent à un pays, parce qu'on parle un peu des pays africains, d'obtenir ces fonds-là, quels sont les critères à l'Union européenne? Bien, en principe, chaque État signataire des accords ACP-UE peut bénéficier de l'aide européenne. Pour chaque Fonds européen de développement, actuellement, nous sommes dans le 11e. Au début du Fed, un exercice est fait avec une méthodologie d'allocation, avec un certain nombre de critères qui sont décrits dans l'accord de Cotonou. Et qui aboutissent à des décisions en début de protocole financier. Donc ça a été fait essentiellement en 2013-2014 pour le 11e Fonds européen de développement. Donc la Guinée en bénéficie. Donc sur la base de cette méthodologie, les allocations par pays sont déterminées.
Rappelons néanmoins que la Guinée a aussi été en situation de suspension partielle de l'aide jusqu'à fin 2013 à cause des événements que vous connaissez. Et jusqu'à ce que la Guinée dispose d'un président élu, un parlement élu, c'est à partir de là que nous avons totalement débloqué les derniers fonds du 10e Fonds européen de développement et les nouveaux fonds du 11e Fonds européen de développement. Voilà, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, nous sommes avec notre invité ce matin, monsieur Gérardus Julien, donc ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne en Guinée. Allez-y, Moussa Moïsila. L'appui au processus électoral, est-ce qu'il y a un appui financier au processus électoral? Et ensuite, vous n'intervenez pas que dans le processus électoral, vous intervenez aussi dans d'autres secteurs. On a vu au niveau de la réforme de l'administration, la modernisation de l'administration, mais aussi dans des secteurs qui touchent directement au quotidien des populations. Expliquez-nous un peu en détail comment s'étale le Fonds européen de développement, comment c'est utilisé et quelle garantie vous avez sur le terrain de vérifier que ces fonds-là sont effectivement utilisés pour le bien-être des populations? Parce qu'on a eu des quads quand même, entre autres avec la société civile. Je ne sais pas si vous avez eu cette information. Oui, avec les 600 000 euros, je crois. Ok. Bien, concernant l'appui aux élections, c'est un peu notre dernier né, si vous voulez. On met en place 15 millions d'euros pour accompagner le processus électoral, présidentiel et communal et communautaire, en passant par deux opérateurs. J'ai déjà mentionné ECES, donc le Centre européen pour l'appui électoral, une ONG belge, pour un certain nombre de mesures d'accompagnement, y compris les nouvelles institutions, par exemple. Un travail avec la société civile, beaucoup de formation, la caravane des savoirs, donc beaucoup d'éducation civique et de sensibilisation. Voilà quelques exemples. Notre autre partenaire est le PNUD, qui a mis en place un panier commun pour l'appui aux élections, dont nous sommes le plus gros contributeur avec un financement de 10 millions d'euros. Qui, encore une fois, comme je disais, ça va servir pour les présidentielles et les communales et communautaires. Et là-dedans, vous avez des dépenses lourdes comme des acquisitions, la logistique aussi, la formation, la sécurisation. Donc, une composante aussi pour la formation des partis politiques et de la société civile, y compris pour l'observation nationale. Donc ce sont des composantes qui sont prévues là-dedans. Ça reste un cofinancement. Alors, une petite précision, parce que c'est important. Là, j'ai une info à dire qu'il collabore directement avec le PNUD, ce qui est donc il n'y a pas d'intervention directe avec le gouvernement, avec l'État. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact avec l'État, mais nos fonds sont gérés par le PNUD qui de son côté, travaille avec la CENI pour le plus gros de ses fonds et avec d'autres structures pour le travail avec les partis politiques et la société civile. C'est une forme implicite de méfiance vis-à-vis des agents de l'État? Non, ce n'est pas une question de méfiance. Nous avons deux formes de coopération ici. Soit on travaille avec les structures de l'État, soit on passe à travers des opérateurs comme des agences des Nations Unies ou des organisations non gouvernementales. Nous avons les deux formes de coopération. Et je rebondis sur la question. Nous intervenons aussi dans beaucoup d'autres secteurs, vous avez dit à juste titre. Donc, la liste est très très longue. Elle n'est pas limitative. Elle est limitative, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être partout. Mais pour l'instant, nous sommes dans beaucoup de secteurs. Il y a une volonté, comme je disais, d'accompagner la Guinée dans ces réformes. Donc, nous accompagnons des réformes dans la justice qui est primordiale pour le pays. Il faut mettre fin à l'impunité. Pour que le pays aille de l'avant, pour que des actes illégaux ou criminels soient découragés, y compris dans le domaine de la violation des droits de l'homme. Donc, c'est un facteur très important dans toutes les réformes, la justice, mais aussi nous intervenons dans la réforme du secteur de la sécurité. Vous avez parlé de la fonction publique, la décentralisation, la déconcentration, des domaines plus classiques comme
l'appui à la santé, les transports, par exemple la route actuellement qui est en train d'être construite entre Gekedou et Kissidougou. On est dans la sécurité alimentaire. Après, je pourrais vous donner des exemples beaucoup plus concrets aussi si vous le souhaitez. Mais on est présent effectivement dans beaucoup de domaines, y compris l'appui électoral, et ce dans un esprit d'aider la Guinée à construire son état de droit. D'aider la Guinée à construire son état de droit. Bien. Il faut le rappeler, notre invité ce matin, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée. C'est important, Djibril, de revenir un petit peu sur ces fonds parce que on parle d'élections. Moi, quand je vois un petit peu aujourd'hui, le président a pris un décret la dernière fois en mettant le général Baldé en ce qui concerne la sécurisation de processus électoral. Et du côté de la HAC aussi, on pleure parce qu'il n'y a pas de budget. Comment est-ce que c'est possible? Ça, je n'arrive pas à comprendre. On en a parlé ici la dernière fois, Moussa Moïse. Vous passez à côté de la plaque. Est-ce qu'il y a une écriture, le PNUD propose, je veux dire, une un schéma budgétaire pour chaque entité, comment ça se passe engagée dans le processus électoral. Et à cela, je voudrais ajouter cette question polémique, puisque vous êtes dans les GG. On dit souvent que la main qui donne, c'est la main qui dicte. Est-ce que le fait de financer les élections ne vous donne pas implicitement le droit de vous ingérer, excusez-moi du terme, dans les affaires intérieures du pays? Non, sûrement pas un droit ni une volonté. Moi, je parle bien d'accompagner. On travaille avec des acteurs... mais c'est le langage diplomatique. Hein? Non, c'est même pas le langage diplomatique. On travaille avec des partenaires et comme je dis tout à l'heure, ça peut être soit des partenaires du gouvernement, donc de l'administration publique, comme ça peut être des opérateurs comme des ONG, des agences des Nations Unies ou des entreprises privées. Donc nous avons différentes formes de partenariat. Et on vient en appui à un processus national. Ça ne sert pas de se mettre à la place du gouvernement si on veut qu'un pays avance. On ne peut pas mettre un pays sous tutelle. Donc, et le suivi pour avoir des effets durables, il faut bien que les structures guinéennes se renforcent, d'où d'importants efforts de renforcement de capacités dans tous les domaines que j'ai cités et d'autres. Nous avons en 2014 mis en place des importants dispositifs d'assistance technique pour travailler avec les ministères concernés. Donc ce sont des mesures. Alors, sur le contrôle des fonds, parce que la question a été posée tout à l'heure. La répartition des fonds entre les entités engagées dans le processus électoral. Alors sur la répartition des fonds d'abord, donc ça c'est ce qu'on appelle un exercice de programmation. Le programme indicatif national qui a été préparé entre 2013 et 2014, encore essentiellement dans l'équipe de mon prédécesseur, avec le gouvernement de la Guinée, et signé en décembre 2014 quand le commissaire Mimitsa, commissaire de la coopération internationale et développement, est venu en mission en Guinée pour signer le programme indicatif national et qui prévoit une continuation pour 92 millions d'euros dans le domaine de la gouvernance, état de droit, réforme, etc., dans lequel, d'ailleurs, nous finançons l'appui électoral aussi. 40 millions pour la santé, ce qui tombe très juste après les PNUD d'Ebola pour pouvoir renforcer les structures sanitaires. Nous avons 82 millions dans le domaine de l'assainissement, nouveau domaine pour nous, et encore 20 millions dans les transports et 8 millions dans la coopération en général. Donc ça, c'est un peu la répartition du 11e FED, mais qui a bien été fait en partenariat entre l'Union européenne et le gouvernement de la Guinée. Selon des priorités. Bien, ça nous reste 4 minutes, Djibril. Voilà. Dernière question. Nous allons aller à cette dernière question, ne passerons pas à côté. C'est l'expérience de la police de proximité. Nous savons que l'Union européenne avait accompagné cette expérience-là. Où en est-on aujourd'hui? Quelles conclusions est-ce qu'on en a finalement? Bien, je pourrais vous retourner la question. Quel est votre avis sur ce projet? De notre côté, c'était l'une des actions pilotes que nous avons financées dans notre appui à la réforme du secteur de sécurité. Il y en a d'autres, comme le travail avec la protection civile, par exemple, et les gardes forestiers. Tout ça, ça contribue à la réforme du secteur de sécurité. C'est du concret parce qu'on forme des gens. Il y a un réel besoin. Quand on dit renforcement des capacités, ça veut dire que c'est dans la tête des gens que les choses doivent se passer. Donc il y a des composantes importantes de formation des agents dans ces différentes actions que j'ai mentionnées. Nous sommes très contents de ce que cette action police de proximité a pu
avoir comme effet. Et nous allons continuer avec ça. Donc, il y a une nouvelle action qui est en préparation. Je vais en placer deux. La première, liée au processus électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est rassurée au regard des prémices que nous avons que le scrutin du 11 octobre, toutes les conditions sont réunies pour que ce scrutin soit transparent, pour éviter des lendemains de violence. Et deuxième question, c'est lié à l'Europe. L'Europe a peine, en tout cas c'est mon avis, à donner une réponse solide à la crise migratoire qu'elle vit aujourd'hui. Vous ne parlez pas d'une même voix, en tout cas les pays qui composent l'Union européenne. On a vu des pays comme la Hongrie ériger des barbelés pour empêcher les migrants d'entrer. Alors, est-ce que vous ne payez pas les conséquences de votre politique extérieure dans ces pays qui sont en conflit? Merci. Concernant les élections, la transparence des élections, c'est un point sur lequel nous avons toujours beaucoup insisté. Et comme je disais, nous appuyons des mesures qui peuvent contribuer à la transparence. J'ai parlé de la mission d'observation électorale européenne, j'ai parlé de l'observation nationale que nous essayons encore de mettre en place avant le scrutin du 11 avec un certain nombre d'organisations qui, elles, sont déjà aussi en train de s'activer. Les partis politiques eux-mêmes aussi peuvent mettre en place leur système de remontée d'informations. Donc, dans les temps modernes, je crois que les processus, de toute façon, deviennent de plus en plus transparents. Sur la migration, on en vient à la question des causes profondes de la migration. Et la meilleure réponse au problème de migration, c'est évidemment c'est le développement. Ça a été ça depuis longtemps notre première réponse aux questions de la migration. Il faut savoir pourquoi quelqu'un quitte chez lui pour aller ailleurs, espérant trouver un avenir meilleur. Il faut voir pourquoi est-ce qu'il part et où est-ce qu'il part et pourquoi. Et donc là, nous avons des analyses sûrement à approfondir sur ce qu'on peut faire. Il y a une conférence à La Valette en novembre, en Malte, entre différents pays, les États membres de l'Union européenne et d'autres pays européens et un certain nombre de pays africains et des organisations africaines qui vont nous permettre d'avoir le dialogue qu'il faut. Donc on parle à la fois de lutter contre le trafic des êtres humains, même la traite, parce que ça va très très loin. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans des circuits criminels qui profitent de ces flux de migration. On doit s'attaquer à ça. Il faut qu'on voit les causes dans les pays d'où viennent les gens. Je suis d'accord avec vous. Ça fait de longues années que nous appuyons les efforts pour la paix en Somalie, avec d'ailleurs des fonds du Fonds européen de développement, avec la facilité de la paix. Donc oui, c'est à la fois un travail en Europe, c'est un travail en Afrique, c'est un travail dans le monde entier, parce que c'est un phénomène mondial auquel on a besoin d'une solution au niveau mondial. Alors, ma question va porter sur le partenariat dont vous parlez entre l'Union européenne et les pays africains. Surtout, vous investissez humainement et de façon financière, vous appuyez, mais en contrepartie, parce que parfois, le partenariat il devrait être gagnant-gagnant. En contrepartie, vous avez quoi? Est-ce que c'est l'exploitation de certaines richesses ou bien comment ça se passe? Non, mais j'ai dit, tout au début, nous avons un intérêt tout à fait commun et partagé entre l'Europe et l'Afrique. Si l'Afrique va mieux, ce sera mieux pour l'Afrique et pour l'Europe. Donc je crois que ça, en termes d'intérêt, c'est très simple. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans ce qui est prévu dans le traité sur les valeurs européennes et la transposition des valeurs européennes dans notre coopération avec des États tiers. Donc c'est valable aussi. Donc, des questions comme la paix, la prospérité, les droits de l'homme, ce sont des thèmes qui reviennent dans nos relations avec tout État tiers hors de l'Union européenne. Voilà, Alimou, peut-être un mot à dire. Oui, d'abord pour vous remercier de nous avoir invités et remercier Monsieur l'ambassadeur et les auditeurs qui nous écoutent. Et je voudrais juste revenir, pas pour lancer une quelconque polémique, mais sur cette prétendue polémique entre l'Union européenne et le site web Guinée News. Ouais. Moi, j'appelle ça une tempête dans un verre d'eau. Il n'y avait absolument rien. Je vais juste préciser quelque chose. Ce que je pense, nous avons eu une attitude saine en contactant
contactant directement d'abord le journaliste qui a écrit le premier article pour lui dire, à l'immédiat quand il a écrit l'article, quand il l'a publié sur le site, à le contacter pour lui dire nous pensons qu'il y a des erreurs dans cet article, nous vous proposons de les corriger et pour rétablir la vérité. On n'a pas dit ce que le journaliste a dit était faux, ni ce que l'intervenant a dit était faux. On a simplement voulu préciser que le monsieur qui est intervenu, donc M. Dominique Wertz, qui est le représentant donc, de l'ONG belge EKES en Guinée, n'a pas normalement le mandat de parler au nom de l'Union européenne, n'étant pas un personnel de l'Union européenne. Et c'est ce que nous avons voulu que Guinée News corrige dans son article. Ce qui n'a pas été fait. Et vous savez, sur le web, chaque seconde compte. Ça n'a pas été, l'article a été publié le 21, ça n'a pas été fait le 21. Le lendemain, je suis revenu et j'ai contacté directement le directeur du pays, donc du site, pour lui en faire part en plus, M. Tam Camara, et en lui envoyant un SMS, en l'appelant plusieurs fois au téléphone et en lui écrivant un mail auquel était en copie monsieur le chef de délégation qui est là, monsieur l'ambassadeur, et le chef de la section politique de la délégation de l'Union européenne, pour lui faire les mêmes propositions que j'avais faites à Fassili Konaté, qui est le correspondant de Guinée News à Nzerikore, qui a écrit l'article. Ça n'a pas été fait, ce qui nous a motivé donc à publier ce communiqué qui est loin d'être diffamatoire, mais une simple précision que monsieur Dominique Wertz n'est pas un personnel de l'Union européenne ni de la délégation, et en tant que tel, il ne peut pas s'exprimer au nom de la délégation, et ce n'était pas une expression de la délégation de l'Union européenne sur le processus électoral. Voilà ce qui est la vérité. Tout ce qui reste, ce n'est que polémique vaine. Bien, allez, notre invité ce matin, le chef de la délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur, donc en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, le gros test, hein, voilà, faut pas passer à côté. Hein. Tamba, monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, oui, on sait que vous êtes diplomate, la diplomatie veut quelque part voilà, qu'on essaye d'esquiver certaines choses, mais là, chez les grandes gueules, vous répondez par oui ou par non, sinon vous dites joker et puis comme ça on passe à autre chose, c'est aussi simple que ça. Tamba. Alors, à vous le chef de délégation, oui ou non la délégation de l'Union européenne en Guinée, une garantie de préservation de la transition démocratique? Oui ou non? Bon, je vais d'abord réagir à ce jeu. Je vais dire pourquoi. Ouais. Hein? Parce que oui ou non, ça ne me donne pas assez de nuances. Et je vais vous donner un exemple. Je l'ai dit tout à l'heure à Limo. Demandez-moi si je suis raciste. Demandez-moi si je suis raciste. Êtes-vous raciste? Êtes-vous raciste, oui ou Donc, non? je devrais dire oui et non. Et je vais vous dire pourquoi je dois dire oui et non. Parce que dans le fond, chaque être humain est un peu raciste. On se distingue toujours par rapport aux autres. Que ce soit la couleur, le nom, la descendance. L'être humain a tendance à s'identifier avec un groupe et se distinguer des autres. Donc, dans la nature humaine, on est tous un peu racistes ou on a des préjugés. Et maintenant, non, on n'est pas raciste si on arrive à maîtriser cet instinct et se comporter en être humain comme il faut se comporter. C'est pour ça que je dis c'est oui et non. D'accord. Donc, pour ma question, oui je la répète, oui ou non, la délégation de l'Union européenne en Guinée est une garantie de préservation de la transition démocratique amorcée. Alors, nous sommes dans un état tiers. Oui ou non? On a du mal, hein? Oui, non, mais... Voilà. Bon, on va faire exception, donc voilà quoi. Non, continue, hein, c'est pas fini. Oui, mais il ne peut pas répondre. Non, il va Son répondre. Excellence ne peut pas dire oui ou non, il peut dire quand même joker. C'est comme vous voulez, mais je risque de dire joker chaque fois. Alors, Voilà. alors oui ou non, l'Union européenne est capable de dire clairement que les élections n'ont pas été, que la présidentielle n'a pas été transparente, si tel était le cas. Oui ou non, vous êtes capable de le dire publiquement si un tel contexte se produisait? Ben écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que là vous parlez de l'Union européenne, nous avons déjà plusieurs structures ici en Guinée. Vous représentez cette union donc, ici? Oui, donc je dirige la délégation de l'Union européenne. Vous avez en même temps la mission d'observation électorale européenne qui va se prononcer. Elle va donner son appréciation du processus électoral et se prononcer sur la crédibilité de ce processus et faire des recommandations. Bien. Là, sur la première, sur la garantie,
Comme vous m'avez entendu parler de contribution, donc nous ne pouvons pas garantir dans un État tiers. Hein. Donc là, je vais dire non, parce que nous ne pouvons pas garantir quoi que ce soit dans un État tiers. C'est aussi simple. Bien. Oui ou non, au vu des observations que vous avez faites jusque-là pour la présidentielle avec les accords qu'on a eus, la présidentielle de 2011 ne sera pas aussi facile que ça, oui ou non? Ne sera pas aussi facile. 2015, le 11 octobre, je veux dire, la présidentielle. Est-ce que vous pensez que ça va être aussi facile? Parce que les politiques, on n'a pas encore fini, on vient de commencer la distribution des cartes d'électeurs, il y a des petits couacs. Est-ce que vous espérez que ça va très bien, parfaitement bien se passer? Oui ou non? C'est mon souhait. Oui ou non, l'Union européenne, c'est avant tout l'expression de la force du couple franco-allemand. Je crois que là, c'est une grosse simplification, donc non. Non. Voilà, monsieur l'ambassadeur, vous avez cette caméra. Le peuple vous écoute. On nous regarde à la télévision, on nous écoute aussi à la radio en Guinée. Vous avez 2 minutes 30 secondes. Bien, merci pour l'occasion. Simplement dans le contexte où nous sommes, et j'ai parlé tout à l'heure des 2 grandes priorités sur lesquelles nous avons travaillé ces derniers temps, contrôler l'épidémie d'Ebola. On y est presque, mais pas totalement. Il faut rester extrêmement attentif. Il faut continuer à suivre les conseils des acteurs de la riposte, hein, pour qu'on arrive totalement à bout de cette épidémie. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais partager avec vous et les auditeurs. Deuxième élément, par rapport à la situation politique dans laquelle nous sommes, tout d'abord, j'exprime beaucoup d'estime pour les dirigeants politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition ou neutre, peu importe. J'ai eu beaucoup d'estime pour eux d'avoir accepté de se remettre autour de la table, de rouvrir le dialogue. C'était un grand pas en avant et qui en plus a heureusement contribué à cet accord du 20 août. Je crois qu'il faut continuer, il faut que chacun y mette du sien pour que ça se passe bien le 11 octobre. Il serait bon que les candidats, tous ensemble, donnent une instruction claire à leurs militants d'éviter l'excès de zèle, parce que souvent, il y a des militants qui pensent bien faire pour leurs candidats, ils se lancent peut-être dans des activités qui vaulaient mieux éviter. Donc ça aussi, éviter l'excès de zèle à la base, hein, ce serait une contribution majeure à la réussite du scrutin, chose dont la Guinée a besoin. Je pense que tout le monde attend une stabilité après les élections, après Ebola, pour que le pays puisse réellement démarrer. Tout dépend de ça, donc il faut que chacun y mette réellement du sien pour avoir la paix, la stabilité dans ce pays, pour que les Guinéens profitent enfin pleinement de toutes les richesses dont bénéficie ce pays. Il est bien doté. Il est très bien doté. Il faut bien gérer ses ressources. Et c'est ça le véritable défi pour l'avenir de la Guinée. Merci beaucoup d'être passé chez les GG. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup Alimou. Peut-être un dernier mot? Merci beaucoup. Encore une fois, je rappelle juste que l'Union européenne a pour partenaire beaucoup d'intervenants sur le terrain, mais essentiellement et surtout aussi les médias pour ce qui concerne le service presse et communication. Donc on est plutôt des partenaires et non des adversaires, et on ne se cherche pas, on travaille plutôt ensemble, et tout au long de l'année, du début jusqu'à la fin de l'année, on travaille ensemble, et c'est pourquoi la délégation de l'Union européenne a pris la tradition depuis 1 an maintenant d'organiser un déjeuner de presse à la fin de chaque année pour un peu sympathiser, si vous voulez, avec les journalistes et les inviter dans nos locaux pour dire que nous ne vivons pas dans une tour d'ivoire inaccessible, mais que c'est des locaux accessibles à tout le monde. Et encore une fois, je remercie tous les médias et tous les acteurs qui interviennent dans la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alimou. Oui, non, juste parce que tout à l'heure on a parlé de l'appui électoral. Nous travaillons aussi avec les médias justement dans le cadre de cet appui électoral à travers la maison de la presse. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Dans un instant, c'est Aboubacar Diallo que vous allez retrouver sur Radio Espace avec son émission évidemment, et sur Espace TV. À partir de minuit, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de Moussa Moïsila le 22h, donc en rediffusion. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.